Je suis un préhistorien, une thèse en archéologie en France. Ensuite, j'ai été recruté par l'Université de Dakar à l'Institut fondamental d'Afrique noire. L'Institut fondamental d'Afrique noire, c'est une institution célèbre parce que c'est l'ancien Institut français d'Afrique noire. Donc, durant la colonisation, les Français ont créé, installé une institution en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement à Dakar, qui était la capitale de l'Afrique occidentale française. Et cette institution était chargée de coordonner l'ensemble des relations qui se menaient en Afrique. Donc, j'ai été recruté donc, dans cette institution pour l'archéologie. Dans un premier temps, je me suis intéressé aux sites préhistoriques qui sont à l'est du Sénégal, parce que ma première préoccupation, c'était de chercher le peuplement le plus ancien du Sénégal. Et dans ce secteur-là, les conditions étaient réunies avec des terrasses, des formations sédimentaires anciennes, pour trouver au moins les premières traces du peuplement sénégalais. Et c'est d'ailleurs ce qui ça a abouti, ça a donné d'excellents résultats, parce qu'aujourd'hui, c'est la région où l'on considère c'est le peuplement est plus ancien, à savoir dans l'ordre de 300 000 ans, 200 000 ans, jusqu'à nos jours. Ce qui veut dire que dans cette partie du Sénégal, le peuplement a été continu depuis qu'on a apprécié les indices les plus anciens. Après quelques années à faire de l'archéologie préhistorique, je me suis retrouvé à la tête d'une institution qui se trouve à Gorée, le musée historique du Sénégal. Ce musée dépend de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Donc, c'est donc l'institut qui m'a demandé de m'en charger. Donc, dans un premier temps, il a fallu bien sûr euh, faire comme dans tout musée, essayer d'assurer la pérennité des collections, veiller à la conservation de l'ensemble des objets qui sont exposés, et également, bien sûr, d'entretenir des relations avec, aussi bien sur le plan national, que ce soit les élèves, que ce soit les visiteurs, parce que Gorée est un site du patrimoine mondial visité chaque jour par des centaines de touristes, et également, bien sûr, m'intéresser à la communauté internationale, et essayer, à travers des publications, à travers des réunions, à travers des enseignements, faire connaître ce produit. Et j'ai été conservateur de ce musée à partir de 1989. Ça m'a conduit à m'intéresser donc au patrimoine, et aussi bien au patrimoine culturel qu'au patrimoine au niveau des musées. Et c'est ainsi qu'à partir de 1996, j'ai eu la chance de faire partie des professeurs de l'Université Senghor d'Alexandrie, une grande université francophone qui a formé beaucoup d'étudiants. Et aujourd'hui, on peut être que satisfait, je suis satisfait de ce parcours et surtout d'enseignement de cette université, parce que ça me permet aujourd'hui d'être connecté avec beaucoup de mes anciens étudiants qui sont devenus des collègues et que l'on retrouve un peu partout dans différentes responsabilités qui vont des musées jusqu'à la direction des patrimoines, etc. Donc c'est quelque chose de positif sur ce plan-là. Le musée historique de Gorée, c'est le musée qui a pris la place de l'ancien musée historique de l'Afrique occidentale française. C'est sûr que durant l'époque coloniale, parce que le premier musée qui a été installé à Gorée avait une vision, disons, coloniale, c'était un musée des Français, pour les Français, et maintenant, et en dernier peut-être pour les Sénégalais. Mais ce musée, donc, dont son objectif a été donc de présenter l'Afrique occidentale
dans toute la dimension culturelle, ethnique. Les Français, par ce biais, ont montré que quand même, ils avaient l'autorité sur un territoire de plus de 4 millions de kilomètres carrés, un territoire composé de beaucoup d'ethnies, donc de beaucoup de cultures, de beaucoup de langues, de beaucoup de... Et c'est également économiquement un territoire qui était riche sur tous les plans. À l'indépendance du Sénégal, à partir de 1960, le musée a continué à vivre, mais il se trouve que, comme je vous ai dit que je suis préhistorien, euh, après l'indépendance, il y a eu une connaissance plus approfondie du Sénégal. Beaucoup de missions se sont lancées dans l'intérieur du Sénégal. On a enrichi notre patrimoine archéologique. On a enrichi et bien mieux documenté notre patrimoine historique. Donc, avec tous ces avantages nouveaux, ces collections nouvelles qui arrivaient au niveau de l'IFAN, il était devenu nécessaire d'avoir un musée historique du Sénégal. Et c'est ce souhait-là qui a été matérialisé au niveau de Gorée. Donc, le musée a été abrité dans une fortification. On n'a pas construit, on a rejoint une fortification. La fortification du fort d'Estrée, à savoir la batterie nord, se prêtait parfaitement à un aménagement muséographique qu'un de nos collègues, un Belge, a eu à restaurer pendant une dizaine d'années. Et sa restauration a donné un musée qui allait, qui présentait des expositions de la préhistoire à nos jours. Donc, je me mets toujours à dire de 300 000 ans à aujourd'hui. Et ce musée se visitait parfaitement, vu que c'est un fort arrondi, on pouvait visiter le musée dans le sens des aiguilles d'une montre. En allant du paléolithique, la première salle est consacrée donc aux premières cultures préhistoriques du Sénégal, paléolithique, ensuite néolithique, et du néolithique, on est parti sur les autres vestiges de l'âge du fer du Sénégal, à savoir les amakoukiers. C'est quelque chose d'énorme parce que les amakoukiers, c'est à un certain moment, jusqu'à aujourd'hui, dans le Saloum, il y a des gens qui vivent de la collecte des coquillages. Et cette collecte remonte au temps proto-historique, donc ça a fait l'objet d'une salle. Nous avons également une salle qui est consacrée toujours à l'âge du fer, aux mégalithes. Les mégalithes également, c'est plus de 8000 pierres levées au niveau du Sénégal. C'est aujourd'hui un espace qui est sur la liste du patrimoine mondial parce que proposé par le Sénégal et la Gambie. Donc, euh, une autre salle qui est devenue proto-historique, mais en même temps qui a permis de mettre en place les royaumes sénégalais, c'est la salle des Tibérius et des royaumes. On ne peut pas être à Gorée sans parler de l'esclavage. Donc ce musée-là traite dans une des salles euh, l'esclavage, comment l'esclavage est arrivé en Afrique, présente des cartes avec les différents points de traite du Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire, en passant jusqu'au Bénin, jusqu'en Angola, et sur différents camemberts montrant l'importance du trafic au niveau du continent africain. Et puis cette salle est organisée pour permettre aux visiteurs d'avoir le maximum de renseignements sur donc, ces points de traite, sur comment était organisée la traite, comment les Européens arrivaient à s'approvisionner en esclaves de traite, comment ces esclaves de traite étaient traités au niveau des comptoirs jusqu'à les installer dans des bateaux négriers en direction de l'Amérique. Également, dans la salle était visible comment, sortis d'Afrique, ces esclaves, ces Africains, étaient utilisés dans les plantations ou étaient utilisés dans le cadre même de la vie domestique, de la vie quotidienne ailleurs. Une vie
de travail, une vie de souffrance qui avait codé, parce que l'esclave n'avait aucun droit, de châtiment quand il ne respectait pas les règles, jusqu'au moment où euh, les Européens ont décidé de mettre fin à cette traite vers le 1802-1806 avec les Anglais, bien que certains pays ont mis du temps à abolir la traite, jusqu'à même 1860, et peut-être même que la traite continue de nos jours. Donc, dans cette salle, qui a été bien documentée, on a présenté aussi bien la traite atlantique, qui est en fait la traite la plus célèbre, mais également la traite arabe. Parce que depuis le Moyen Âge, euh, les routes caravanières sillonnent l'Afrique. Et en sillonnant l'Afrique, il y a eu des tas d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont été euh, achetés, échangés et qui ont pris la direction de, des pays de la péninsule arabique ou bien de l'Afrique du Nord qui était occupée par des berbères arabophones, etc. Il y a bien sûr d'autres salles consacrées à la religion, parce que quand même la religion c'est quelque chose de très important au niveau du Sénégal. Il fallait présenter les confréries sénégalaises, la confrérie Khadria, la confrérie Tidiane, la confrérie Mouride, la confrérie Layène. Je pense que la religion fait partie quand même d'un des éléments culturels très forts au niveau du Sénégal, donc il fallait présenter ça. Et puis, d'autres salles qui montrent également que euh, même si le Sénégal a été colonisé par la France, il y a eu des résistances et les résistances se sont manifestées. On a présenté dans la salle quelques 10 résistants qui se sont opposés à la pénétration française et à la domination française. Donc, c'est donné aussi bien aux élèves qui viennent à Gorée qu'aux touristes euh, quelques éléments qui leur permettent de se situer et de comprendre l'histoire du pays et la culture du pays. Voilà. Ces deux institutions, le musée appartient et du ressort de l'université, donc et du ressort du ministère de l'enseignement supérieur, etc. Et la maison des esclaves est une maison symbole de la traite qui est gérée par le ministère de la Culture, par la direction du patrimoine. Quels sont ces deux, quel est le lien entre les deux? Les deux sont situés dans une même île, à savoir Gorée, qui est une toute petite île à quelques 3 kilomètres de Dakar, qui s'étale sur une superficie de 700 mètres de long sur 300 mètres de large. Vous voyez que c'est vraiment petit. Et euh, chaque institution, que ce soit le musée, que ce soit la maison des esclaves, nous avons comme mission de présenter un des aspects à travers nos expositions. Le panorama est plus large au niveau du musée historique parce que ça va de la préhistoire, comme j'ai dit, jusqu'à nos jours, tandis qu'au niveau de la maison des esclaves, le focus a été fait sur l'histoire de la traite, comment les esclaves ont été en- sont pris en Afrique, comment ces esclaves sont traités, comment ces esclaves vont être transportés de l'autre côté. L'histoire, c'est une histoire qui s'appuie également beaucoup plus sur des aspects euh, d'un symbole extrêmement fort, parce que ce il faudrait pas oublier que c'est toute l'île de Gorée qui est concernée par la traite. Même si cette traite est présentée au niveau des musées, à savoir le musée historique et la maison des esclaves, l'ensemble de l'île est concerné. Dans l'île, nous avons des esclaveries anciennes et nous avons également des traces de forts qui aujourd'hui ont disparu. Le fort, il y a eu d'abord des forts portugais, le fort d'Orange et le fort Nassau.
et qui sont devenus des forts français, à savoir le fort François et le fort Saint-Michel. Donc, euh, durant de 1444, qui marque la date, le premier contact de Gorée avec les Européens. Un Portugais est arrivé, c'est Denis Diaz, vers ces années. Les Portugais sont revenus régulièrement jusqu'à ce qu'en 1627, les Hollandais décident d'en faire une base pour leur commerce au niveau de cette partie africaine. Les Hollandais sont restés pendant une cinquantaine d'années jusqu'en 1677. À partir de 1677, les Français se sont dit qu'ils pouvaient également participer à ce commerce d'une manière beaucoup plus visible, et ils ont éliminé les Hollandais de l'île de Gorée qu'ils ont occupé en installant leur canot. Mais ils auront un maille à partir avec les Anglais, parce que quand même, les Européens qui venaient en Afrique étaient intéressés par la traite. Gorée, c'est une position stratégique qui est une île détachée du continent, facilement avec quelques canaux qui pouvaient être sécurisés, ce qui veut dire que les Européens à l'intérieur de l'île étaient en sécurité pour pouvoir enfermer des esclaves et attendre des bateaux négriers pour les convoyer de l'autre côté. Donc régulièrement, les Anglais chassaient les Français de ce petit bastion, de ce petit îlot, et jusqu'en 1815, où finalement les Anglais, la traite ayant été abolie par aussi bien les Français que les Anglais, n'avaient plus de raison d'être pour venir se battre toujours au niveau du continent, et qu'ils ont laissé ce petit rocher aux Français. Les Français l'ont occupé donc jusqu'à l'indépendance du Sénégal. Voilà. Donc, si on regarde l'histoire de Gorée, c'est une histoire extrêmement mouvementée, mais c'est une histoire qui montre que l'intérêt principal de toutes ces batailles, c'était le contrôle de la traite atlantique, à savoir la traite négrière, tout simplement.